Des toiles reconnaissables au premier coup d'œil, Roy Lichtenstein. Il avait bien l'intention d'entrer dans l'histoire de l'art. Bon, tous les artistes l'ont, mais certains connaissent leurs limites, d'autres n'ont pas cette ambition, mais lui avait une grande ambition. Il voulait être un petit peu le Picasso américain, d'une certaine manière. Un artiste américain qui va inscrire son nom dans l'histoire de l'art. Il a une sorte de première vie, où c'est un père de famille qui, pour subvenir aux besoins de sa famille, fait des petits boulots, il est professeur, il est dessinateur graphique. En fait, il a passé plus de temps à se chercher qu'à être Lichtenstein. Célèbre dans le monde entier pour ses images pleines d'ironie sur la culture américaine, il est le reflet d'une époque, l'inventeur d'un nouveau courant artistique. Dans les années 60, il apparaissait un petit peu comme un ovni, comme quelqu'un qui bousculait les codes. Le pape du pop art est un fils de bonne famille, simple et discret, à l'opposé de son alter ego, la superstar Andy Warhol. Alors que les perruques ou les vêtements d'Andy Warhol impressionnent tout le monde, Lichtenstein, il s'habille comme n'importe qui, il ne se montre pas. On ne connaît même pas tellement sa tête. Derrière la discrétion du peintre, l'apparente légèreté de son œuvre, il faut partir sur les traces de Lichtenstein pour comprendre l'ambition et les secrets de fabrication d'un des artistes les plus inventifs de sa génération. À la fin, nous étions comme des âmes sœurs. On savait que pour faire quelque chose de vraiment bien, il faut être prêt à le refaire, inlassablement. Refaire sans arrêt. On avait ça dans le sang. C'est sûr, on se tuait au travail. Mais la 10e version était toujours la meilleure. Le véritable Roy Lichtenstein, ce sont ses plus proches collaborateurs qui le connaissent vraiment. Ceux qui l'ont côtoyé quotidiennement à New York. Derrière une peinture à l'apparence facile se cache un peintre méticuleux, un bourreau de travail qui ne quitte jamais son atelier. Un matin, Roy est entré dans l'atelier. Il m'a dit « Bonjour, comment ça va ce matin ?» Aujourd'hui, c'est le bon jour pour prendre des photos. Il ne m'avait jamais dit cela avant. Je suis très fière d'avoir pu immortaliser ces merveilleux moments. Son atelier se trouve dans les Upton, à quelques kilomètres de New York. Une bulle à l'écart du monde, où l'artiste se réfugiait pour peindre sans relâche. Sa femme conserve l'atelier en l'état. À titre exceptionnel, elle a ouvert les portes de ce lieu préservé, où rien n'a bougé depuis 16 ans. Regardez ce qu'il a inventé là. Une sorte de chevalet rotatif. Vous pouvez l'ajuster. Roy, vous savez, quand il travaillait, il avait besoin, surtout pour les grands formats, de pouvoir les bouger, les renverser de haut en bas. Finalement, ce qu'il cherchait, c'était de ne pas être influencé par le sujet représenté. Et pour cela, il le retournait. Ce qu'il faisait aussi tout le temps, c'est de regarder à travers ce miroir. Cela lui donnait un autre point de vue sur ce qu'il peignait. I'm the only artist in the world, I think, who has no idea what he'd do making a movie. And I'm really only interested in painting, and I don't have any ideas about making, working in any other medium. Roy Lichtenstein est un enfant de la bourgeoisie aisée de New York. Né le 27 octobre 1923, il grandit dans un quartier chic de Manhattan, l'Upper West Side. Son enfance est heureuse et privilégiée. Sa mère est une femme au foyer qui le couve. Excellente pianiste, très cultivée, elle va lui apporter le vernis culturel.
Son père agent immobilier lui offre quant à lui le confort matériel. La famille traverse paisiblement la grande crise de 1929, qui pourtant fait des ravages aux États-Unis. Roy est un enfant épanoui, sans histoire, qui aime ses parents. Et comme tous les jeunes Américains de cette génération, il dévore les fameux comics, qui dans ces années 30 vivent leur âge d'or. À 10 ans, ses héros s'appellent Flash Gordon, Superman ou encore Mandrake le magicien. Les enfants essentiellement lisaient, n'allaient pas au cinéma, ils lisaient des comics. Donc lui était certainement, comme il pouvait se les offrir, submergé de comics. Et à côté de ça, il visitait les musées avec sa mère. Et on sait, parce qu'il le raconte, qu'il a eu, on va dire, son premier grand choc esthétique devant un tableau de Picasso. Le jeune Roy veut devenir peintre. Le dessin n'étant pas enseigné dans son école, sa mère l'inscrit à des cours d'aquarelle le samedi après-midi. À 13 ans, il préfère peindre plutôt que de jouer avec ses copains au baseball. Son nouveau héros vient de l'autre côté de l'Atlantique. Il vit en France, comme tous les grands peintres, alors à la mode à cette époque de l'entre-deux-guerres. Ce nouveau mentor s'appelle Pablo Picasso. On mesure mal aujourd'hui l'empire que le nom de Picasso incarne. Il est l'artiste le plus connu au monde et il est probablement le premier artiste dans l'histoire à occuper une position telle. Roy est adolescent quand Picasso fait la une du Time en 1939. L'année où le musée d'art moderne de New York expose Les Demoiselles d'Avignon. Roy, comme toute la foule, se presse pour admirer ce chef-d'œuvre que l'Amérique vient d'acquérir pour une fortune. Il rêve de devenir un Picasso américain. Il est de la première génération de jeunes Américains pour lesquels être artiste peut être un but envisageable sans que la famille lève les bras au ciel et dise « Je te maudis, mon fils, je te déshérite ». Le jeune homme n'a aucun mal à convaincre ses parents. Ses études secondaires seront consacrées à sa passion. Il intègre une faculté d'art. L'étudiant découpe dans les catalogues les tableaux des grands artistes européens qu'il admire et s'en inspire fortement. Voici ce qu'il peint en 1942, à l'âge de 19 ans. Une posture à la Degas, des couleurs ocre posées à la manière de Cézanne. Bref, un sage condensé de l'art moderne européen du début du XXe siècle. Difficile aujourd'hui d'imaginer que l'auteur s'appelle Lichtenstein, celui qui, quelques années plus tard, va inventer le pop art. Mais en attendant, ses études artistiques sont interrompues par l'entrée en guerre de l'Amérique. Mobilisé dans l'US Army, il va d'abord dessiner des illustrations pour le magazine de l'armée Stars and Stripes. La guerre va lui réserver d'autres surprises, et même une véritable chance, celle de pouvoir traverser l'Atlantique sur les traces de ses idoles peintres. En 1944, il se retrouve dans le Paris libéré. Il en profite pour visiter les musées, comme le Louvre. Mais à Paris, il y a un monument qui, à ses yeux, est encore plus grand que la Tour Eiffel. Il s'appelle bien sûr Picasso. C'était un rêve de gosse, évidemment, pour lui de le rencontrer. Et il y a cette petite anecdote où il va jusque devant chez lui, mais devant la porte, pétrifié. Il recule devant l'acte et n'ose pas frapper à la porte. Et il n'aura pas en plus trop l'occasion de réitérer cette tentative parce que son père tombe très malade à ce moment-là et il est rappelé, on va dire en urgence, aux États-Unis. Et lui-même dira que cette expérience européenne est comme une histoire un petit peu
non finie, incomplète. Ce goût d'inachevé n'empêchera pas pourtant le grand Picasso d'influencer l'artiste américain, son cadet de 42 ans. C'est cette espèce d'autorisation à être libre que Picasso donne aux artistes, y compris à un certain moment à un inconnu qui s'appellera plus tard finalement Lichtenstein, de travailler avec des points, une trame typographique, quelque chose qui n'est certes pas dans la tradition du grand art. Donc cette liberté-là, c'est la liberté du cubisme, c'est la liberté de Picasso dans l'entre-deux-guerres, c'est cette autorisation donnée de tout expérimenter un peu dans tous les sens. Mais après-guerre, Roy va mettre du temps à s'autoriser toutes les audaces, à trouver son style, 15 ans avant de devenir enfin Lichtenstein. Peintre, il fait d'ailleurs déjà de la gravure, de la sculpture, il est marié, il a 2 enfants, donc c'est un père de famille qui pour subvenir aux besoins de sa famille, d'ailleurs, fait des petits boulots, il est professeur, il est dessinateur graphique. Bon, il a vraiment ce qu'on appelle des petits boulots, des petits jobs, ce que font souvent les artistes, hein, d'ailleurs, pour vivre quand ils ne percent pas. Donc il a une vie, on va dire, assez classique. Il vit d'ailleurs dans l'Ohio dans un premier temps, ensuite il va se rapprocher de New York pour enseigner dans une école dans le New Jersey. Roy travaille d'arrache-pied pour vendre ses tableaux. Il n'a cessé de créer depuis son adolescence. Mais il cherche encore son style et multiplie les références aux autres peintres. C'est d'abord du côté des cubistes qu'il se tourne, tout naturellement. On devine clairement dans ses tableaux l'influence de Picasso. Et quand il décide de s'attaquer aux grands classiques de la peinture américaine, comme ce tableau de Washington traversant le Delaware, un des mythes de l'histoire de l'indépendance, il le réinterprète sauce cubiste, à la manière de Picasso. Le drapeau américain est simplifié à l'extrême, la perspective, les visages, les couleurs n'ont plus rien de réaliste. Le sujet, pour le moment, pour lui, ça va être un peu le folklore américain, si vous voulez, les grandes scènes américaines, parce que c'est proche, parce que c'est familier, et déjà, parce que c'est abordable, parce que c'est connu, parce que c'est consensuel. Non pas dans le sens consensuel, il n'y aura pas d'ennemis, consensuel dans le sens, on va reconnaître ce que c'est. Sa manière, alors sa manière, elle est un peu cubiste, elle est un peu expressionniste abstrait, enfin, il cherche la manière, il cherche la forme. À 29 ans, Roy n'a pas encore son propre style. Mais à y regarder de plus près, il a déjà trouvé un ton. Le président est un grand personnage, au sens figuré. Son bicorne flotte au-dessus de sa tête. Et surtout son sabre semble être en bois, comme celui d'un enfant. Le peintre prend des images typiquement américaines, avec humour, ce qui deviendra bientôt une marque de fabrique. Pourquoi il n'est pas célèbre à ce moment-là? Parce que d'autres peintres le font, parce que c'est quelque chose qui est déjà vu, où il n'invente pas. Son style d'avant est, on va dire, reconnu, mais mais beaucoup moins, évidemment, pas acheté, peu montré. Roy a beau faire des allers-retours à New York pour présenter aux galeries ses tableaux, les ventes ne décollent pas. Il doit continuer à enseigner. Lui qui veut entrer dans l'histoire de l'art, semble alors passer à côté d'un nouveau courant artistique très novateur qui s'impose en ce début des années 50. Il est issu de l'expressionnisme abstrait, on l'appelle l'action painting. Fini la représentation figurative. Le tableau ne raconte plus d'histoire. Maintenant, ce qui compte, c'est uniquement le geste de peindre, un acte quasi sacralisé. La création devient complètement spontanée, ivre d'elle-même. Le grand prêtre de cet action painting s'appelle Jackson Pollock. Il devient une star mondiale. Live se demande, est-il le plus grand peintre vivant? L'Amérique d'après-guerre s'impose comme une grande puissance également dans le domaine artistique. Un vrai coup de vieux pour les cubistes européens. Roy n'est pas en phase avec cette nouvelle création en rupture. C'est vraiment pas quelqu'un en révolte.
Et peut-être que l'esprit de l'époque ne correspondait pas à son tempérament profond, qui est quelqu'un foncièrement paisible et qui ne crée pas pour se révolter, mais plus pour s'inscrire dans l'histoire de l'art de manière extrêmement paisible. Roy va tout de même s'essayer à cette peinture spontanée. Des grands gestes qui partent dans tous les sens, des couleurs vives qui n'ont plus qu'un but, frapper la rétine. Mais cela ne convainc pas grand monde. Quelques années plus tard, quand il connaîtra enfin un immense succès, il s'en moquera lui-même, avec ses tableaux pleins d'ironie sur le geste de l'artiste, des expressionnistes abstraits. Roy approche de la quarantaine. Ce prof d'art plutôt anonyme aurait pu abandonner. Il se cherche depuis toujours, en passant d'un style à l'autre. Le modernisme du début du siècle des peintres européens qu'il adore depuis son enfance, en passant par le cubisme de Picasso, puis la relecture des symboles de la culture américaine, ou ses derniers essais beaucoup plus abstraits. Pourtant, ce début des années 60, Roy est à deux doigts de révolutionner l'art moderne. Son inspiration, il va la trouver dans un univers qui semble dénué de toute prétention artistique, dans les bandes dessinées de son fils de 6 ans. Il s'est dit, bon, je vais faire ça pour mes enfants, mais je vais en même temps le travailler. Donc, il a pris cette blague idiote de Donald qui attrape la queue avec l'hameçon en pensant qu'il a attrapé un gros poisson, et Mickey qui... Enfin, c'est vraiment une chose totalement enfantine. Et voici le résultat. Look Mickey, sa toute première œuvre pop. Premier tableau BD, vraiment c'est le tout premier qui représente une scène de BD. On raconte qu'il l'aurait peint parce que son fils aurait lancé un défi. Oui papa, je suis sûr que tu n'arrives pas à peindre aussi bien que ce dessinateur. Et effectivement, le père se serait saisi de cette BD-là et aurait reproduit ce fameux tableau qui s'intitule « Look Mickey, I've hooked a big one ». Il a aimé ça, il a aimé faire un tableau qui ne ressemble absolument pas à l'expressionnisme abstrait, avec un sujet complètement low art, complètement commun, complètement banal. Lui raconte lui-même qu'une fois ce tableau peint, il est surpris, il est même un peu estomaqué, un peu paralysé d'une certaine manière devant son propre travail. Il accroche sur le mur, il attend un petit peu avant de peindre autre chose, et puis il se rend compte qu'il ne peut pas peindre autre chose, que ce tableau tout d'un coup prend toute la place, et que ces tableaux d'avant n'ont plus de raison d'être. Il va d'ailleurs les détruire. Et il va continuer dans cette voie qu'il a tracée, dans cette espèce de cailloux jetés comme ça, et qui va suivre. Il va donc continuer à faire des bandes dessinées d'un côté, et de l'autre, continuer à représenter des objets qui existent déjà, des images qui existent déjà, qui sont des images publiées, des images imprimées. Avec cette œuvre, Roy a enfin trouvé sa voie. Signe qu'il en a conscience, il réalise au même moment un autre tableau, cette fois-ci un diptyque représentant une poubelle à pédales. Un choix pas si anodin. C'est un tableau qui représente le pied d'une femme qui jette quelque chose dans une poubelle, où on appuie avec le pied sur la poubelle, le couvercle se soulève. On ne sait pas ce qu'elle jette dedans, mais c'est un diptyque, poubelle fermée, poubelle ouverte, avec le pied qui l'ouvre. Donc à l'évidence, il jette à la poubelle son passé, mais aussi l'histoire de l'art passé. Donc là, il y a un phénomène où on se détache de quelque chose, peut-être du poids de l'histoire, et on le jette à la poubelle de manière littérale dans le tableau. On a quelqu'un qui repart à zéro et qui recommence une nouvelle vie, une forme de renaissance. Il fait sécession. Il fait sécession avec lui-même, avec son passé, avec son époque, avec l'histoire de l'art. À 38 ans, Roy devient enfin Lichtenstein, un artiste né. Son style est inspiré d'un graphisme en apparence simpliste qu'il tire des images omniprésentes autour de lui, celles des comics, mais aussi de la publicité, source inépuisable de clichés, le langage d'une époque.
La plupart des solutions plastiques ont déjà été expérimentées par d'autres. Et je crois que plus finement, il comprend aussi que la société est en train de changer et que refaire dans les années 60 une peinture qui collait aux années 40 ou aux années 50, ce serait manquer les évolutions sociales, politiques, économiques qui métamorphosent les États-Unis à ce moment-là. Hey, Mom. Yes, you. Why fuss and fret about dinner? Why not have it right here? Yes, this drive-in offers everyone in the family a real picnic treat for dinner. We've got delicious sandwiches with all the trimmings and your other dinner favorites, plus whatever you want to drink, hot or cold. Come early before the show starts, or eat while you're being entertained. Il y a une pléthore, depuis l'après-guerre, une pléthore de publications, un déploiement hallucinant de toutes ces choses qui rendent la vie un peu plus gaie pour la ménagère, tout ça. On est dans un pays qui est fier de son industrie, de sa nouveauté, de sa richesse d'invention, donc tous ces nouveaux matériaux ménagers, les super aspirateurs comme ci, comme ça, les poubelles qui se soulèvent parce qu'on pose le pied dessus, toutes ces choses sont la manifestation d'une culture qui est en plein essor, en plein émerveillement de ce qu'ils peuvent sortir. Comme à l'époque où il était un jeune étudiant en art, il continue à découper ses sources d'inspiration pour les coller dans des carnets à spirale. Pêle-mêle, il mélange des dessins issus de la publicité qu'il trouve dans les annuaires ou les magazines avec des scènes qui l'amusent tirées de comics. Il recopie sur une toile le sujet en recadrant, en simplifiant la composition, pour le transformer en un tableau signé Lichtenstein. Ce qui est intéressant, c'est le sujet déjà, c'est-à-dire le fait de ne pas inventer une image, mais de copier une image déjà existante. Le fait que cette image provienne d'une bande dessinée, d'une certaine manière, ça apparaît comme assez secondaire, avec un petit peu de recul. Alors que ça soit la bande dessinée publiée dans le style de la bande dessinée, avec des couleurs franches, qui vont être des couleurs souvent primaires, ou que ça soit le noir et blanc, quand il s'agit d'objets représentés en noir et blanc dans des magazines en noir et blanc. L'idée, c'est de représenter l'objet dans le style où il apparaît. Et c'est ce mouvement vers le monde d'aujourd'hui, d'une certaine manière, le monde contemporain, qui va le faire passer d'une peinture classique à une nouvelle peinture qu'on appelle maintenant le style pop, mais qui à l'époque s'appelait l'art du common object, c'est-à-dire l'art de l'objet banal, un art qui va s'intéresser à la banalité du monde contemporain. Avant de connaître le succès, il doit encore croiser la roue d'un homme. Celle d'un des plus célèbres galeristes new-yorkais, Leo Castelli. Roy vient frapper à la porte de sa galerie avec ses toutes premières peintures pop. Le galeriste a tout de suite un coup de foudre et va décider de le prendre sous sa coupe. Hasard de l'histoire, au même moment, un autre peintre lui présente des toiles inspirées elle aussi de la BD. Un publicitaire encore inconnu, son nom, Andy Warhol. Castelli juge son travail moins achevé que Lichtenstein. Andy Warhol devra trouver autre chose. La critique d'art, Anne Indri, se souvient que le galeriste Leo Castelli, 20 ans après, en parlait toujours avec émotion lorsqu'elle l'interviewait dans les années 80. Il est arrivé à la galerie avec de nombreuses toiles sous son bras, si je puis dire. On a été très surpris de ce qu'il montrait, les scènes de comics notamment. Lichtenstein est arrivé, il a dit c'était tellement extraordinaire que je ne savais plus quoi dire, je ne savais plus quoi faire, j'ai été sans voix et je me suis dit il faut absolument que je le prenne lui, sachant que si je le prenais lui, je ne pouvais pas prendre Warhol parce qu'ils étaient trop semblables. J'ai tout de suite adoré. J'étais un peu surpris, mais je me suis dit il est vraiment très bon, il faut que je le prenne immédiatement. Pour lancer la carrière de son nouveau poulain, Leo Castelli voit les choses en grand. Il organise une exposition à laquelle le tout New York est invité. L'onde de choc est alors considérable. Toutes les toiles sont vendues dès le premier jour. Une réussite incroyable. Frédéric Tutten, qui deviendra plus tard ami avec Lichtenstein, se souvient de ce mois de février 1962 et de l'événement, la grande expo Lichtenstein.
Les jeunes étaient dingues de ça, et moi aussi. Je n'avais jamais rien vu de pareil. C'était une nouvelle façon de penser l'art, cela changeait votre perception. Cela vous faisait penser complètement différemment ce que vous aviez l'habitude de voir. Ah ben, la première exposition a été un succès absolument phénoménal. Un succès phénoménal et un retentissement énorme. Parce que le succès, c'est aussi les réactions négatives. Donc il a eu aussi des tollés absolument épouvantables. Par exemple, les expressionnistes abstraits, évidemment, trouvaient que ça n'avait aucun intérêt. Le grand gourou de l'expressionnisme abstrait, les deux grands gourous, Harold Rosenberg et Clément Greenberg, évidemment, on dit on oubliera ça. Greenberg a dit ça sera oublié d'ici un an. Le magazine Life titre alors « Est-il le plus mauvais artiste des États-Unis » en écho à l'article qu'ils avaient consacré à Pollock quelques années plus tôt. Le travail de Lichtenstein est illustré avec cet avant-après. Voici comment il a commencé, et voilà ce qu'il fait maintenant. En réalité, l'article est plutôt élogieux, mais dorénavant, Lichtenstein, artiste à la fois très populaire et si controversé, ne laisse plus personne insensible. La vieille génération était désespérée, angoissée, en colère. Ils pensaient que c'était une blague. Les pessimistes trouvaient même que ça servait le capitalisme. C'est un peu comme pour Warhol et ses boîtes de conserve. D'autres y voyaient une satire du capitalisme, mais cela n'avait vraiment rien à voir avec ça. Bien plus que tout cela, Lichtenstein a inventé une nouvelle grammaire artistique. Des traits noirs épais pour figurer la forme, et l'utilisation de 3 couleurs primaires, bleu, rouge et jaune, mais surtout des petits points. On les appelle les dots. Roy Lichtenstein s'est inspiré des caractères d'impression industrielle utilisés dans les journaux bon marché de l'époque. Plutôt que d'utiliser de la couleur en aplat, l'imprimeur va utiliser des points pour en fait faire des économies. Ça lui fait dépenser moins d'encre, donc c'est vraiment quelque chose d'économique et c'est des raisons budgétaires. Et d'ailleurs, Lichtenstein explique que c'est ça qui l'intéresse, que c'est parce qu'il y a une sorte de raison logique et économique que ces traits l'intéressent, parce qu'il porte aussi une sorte de regard sur le monde. C'est le monde industriel, le monde commercial, le monde publicitaire qui est véhiculé dans ces points. Il va les représenter et en même temps représenter cette société derrière, qui est une société de consommation, capitaliste, qui va vers l'efficace, qui cherche à faire de l'argent aussi à partir des images. Donc ça apparaît pour cette raison-là et ça reste parce que ces dots deviennent aussi une identité pour lui, ça devient son style. Il s'est approprie comme les traits noirs, comme les 3 couleurs primaires, comme étant une partie de son travail. Et il va, d'une certaine manière, les garder toute sa vie. Avec ce langage graphique, il peut s'attaquer à de nouveaux sujets. Après les femmes éplorées des comics, une période qui en fait ne dure que 3 ans, Roy Lichtenstein va s'attaquer à ce qui l'intéresse finalement au premier chef, l'histoire de l'art. Il commence en revisitant ses grands classiques, comme Matisse et ses poissons rouges, ou encore le peintre Fernand Léger, Mondrian, qui Lichtensteinise avec l'ajout astucieux de ses petits points. C'est toute cette tradition picturale qu'il y a derrière et d'une certaine manière, il en prend l'héritage, il s'en charge et il retravaille en fait en ayant dans la mémoire ces grands peintres et il se confronte à ces grands peintres en permanence. Mais bien évidemment, son sujet de prédilection le plus récurrent, c'est Picasso. Il lui rend régulièrement hommage et dans une forme de symétrie, il va notamment s'inspirer de son rapport au grand maître. Picasso entre dans un dialogue avec les maîtres du passé, mais en les renouvelant, en les transformant, en les moquant quelquefois. Et ça, c'est une chose que Lichtenstein a particulièrement bien comprise et qu'il a reprise à son compte. De sorte que vous voyez, dans les années dès les années 60, des Lichtenstein qui sont en fait des reprises à la manière de Lichtenstein d'un Picasso qui lui-même est ancré dans un tableau de Delacroix. C'est-à-dire que dans l'atelier, ils ne sont pas 2, ils sont 3. Il y a Delacroix, il y a Picasso
et il y a le jeune Lichtenstein qui discute avec les deux autres, qui sont des interlocuteurs quand même assez impressionnants. Lichtenstein va s'amuser avec les styles et les mouvements artistiques. Avec cette série Bulls, à la manière de Picasso, en plusieurs étapes, il passe d'une étude réaliste à un tableau abstrait à la manière de Theo van der Burg. Mais toujours avec sa marque de fabrique, les contours noirs, les couleurs primaires et les hachures. Roy Lichtenstein semble pouvoir transformer tout l'art en des Lichtenstein. C'est ainsi qu'il fait des clins d'œil à ses anciens rivaux, les expressionnistes abstraits. Il caricature ainsi leur coup de pinceau sur la toile. Si j'avais à extraire comme ça une série, à la mettre plus en avant, ça serait peut-être les coups de pinceau. Parce que cette imagerie du coup de pinceau est celle contre laquelle son œuvre s'inscrit, puisque l'œuvre, précisément, vient après l'expressionnisme abstrait, qui était cet art très spontané, enfin, en principe très spontané, très direct, avec des grandes traces jetées par le peintre sur la toile. Et Lichtenstein qui est complètement en retrait par rapport à ça, qui travaille avec lenteur, avec beaucoup de précision, avec ses petits points, etc. Lichtenstein, créateur inlassable, va signer plus de 4500 tableaux et sculptures. Une signature mondialement connue, et pourtant lui reste incroyablement secret, comme caché derrière son œuvre. Je suis allé l'interviewer à New York dans les années 90. Bon, je savais évidemment grosso modo à quoi il ressemblait, mais j'ai été néanmoins surpris par l'apparence physique de l'homme qui m'a ouvert la porte, alors que, bien évidemment, si j'étais allé au même moment, il était déjà mort, chez Warhol, je n'aurais été surpris en rien, parce que j'avais le sentiment, comme tout le monde, de l'avoir déjà vu 1000 fois. Lichtenstein, non, il ne jouait pas dans... C'est pas cette catégorie, c'est pas ce type de comportement. C'est l'artiste qui se retire derrière son œuvre et qui ne devient pas une sorte d'outil de promotion de son œuvre. Il lui suffit d'accrocher les tableaux ou d'installer les sculptures, étant convaincu qu'elles se suffisent à elles-mêmes et qu'elles feront le travail à sa place. Un des seuls cinéastes à avoir pu le filmer en train de travailler est un Français. Andreas Labarthe, l'auteur de la série culte Cinéaste de notre temps, en a fait un film qu'il a tourné dans son atelier dans les années 70, puis de nouveau à la fin des années 80. Premier petit atelier où j'ai vu Lichtenstein à Long Island. Il avait sa maison, son atelier au bout du jardin. C'était quelque chose de très familial comme ça. Et je lui ai dit, tiens, mais pourquoi il a un atelier si vaste? Et après, on comprend peu à peu, parce qu'il a 10 chevalets avec des œuvres en cours. Et ça m'a fasciné, ça. L'atelier, sorte de bicoque de trappeur encore en travaux. Ce vendredi 29 septembre 1972, Lichtenstein y travaillait une série de natures mortes. Il n'avait pas tout à fait 49 ans. Les peintres, on les imagine en salopettes, maculés de tous les côtés. À lui, pas du tout. C'est une peinture clean. À un moment donné, je me suis dit, mais il n'aime pas la peinture. Dans le sens où la peinture, c'est quelque chose qui salit. Et lui, il renverse la chose. Il traverse ça et il fait une peinture complètement propre. J'ai l'impression que s'il avait un moyen, avec les moyens modernes, de pouvoir injecter la couleur, etc., sans toucher de la peinture, il le ferait. Pour comprendre ce monsieur propre de la peinture, cet artiste si productif et si soigné, il faut bien évidemment dépasser le cadre de ses toiles et partir sur ses traces de l'autre côté de l'Atlantique, à New York. Quel est l'homme mystérieux derrière ces tableaux archi-célèbres? Ce peintre qui travaillait obsessionnellement pour faire disparaître toute trace apparente de son geste. Comment se fabrique un Lichtenstein? Pour révéler une part de cette énigme, il faut retrouver ses proches, ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui ont travaillé au plus près de lui, ceux qui ont partagé
tous ses secrets de fabrication. Dans les années 60, avec le succès, Roy arrête d'enseigner. Il peut se consacrer entièrement à la peinture. Il se sépare d'Isabelle, la mère de ses enfants, et part s'installer dans les Hamptons avec Dorothy, sa nouvelle compagne. Au bord de l'océan, il va chercher le calme. Dans un atelier qu'il fait construire dans le jardin, sa bulle. Dorothy et Roy se sont rencontrés en 64. Celle avec laquelle il a passé le reste de sa vie nous a ouvert exceptionnellement les portes de l'atelier. Un lieu sanctuarisé qui n'a pas bougé depuis la disparition du peintre il y a 16 ans. Ça, ce sont plein de souvenirs épinglés au mur, qui se sont accumulés avec le temps. Ça, c'est Roy avec notre chat. Ici, notre équipe déguisée pour Halloween. Beaucoup de choses viennent de Roy quand il était en vie. Et puis on a continué à ajouter des choses qui sont arrivées après. Il laissait toujours ses pots de peinture, bien rangés comme ça. J'ai voulu tout laisser en l'état, comme c'était. Car si quelqu'un a besoin de retravailler une série de peintures ou faire des retouches, s'il y a une sculpture endommagée, on peut venir là. Tout est déjà en place. Regardez ce que j'ai là. Quand Roy travaillait, il utilisait parfois des papiers avec déjà des dots imprimés dessus. Il faut savoir que de peindre une zone avec des dots sur des dessins préparatoires, cela prenait beaucoup de temps. Pareil avec les rayures. Du coup, si jamais il avait besoin de corriger, il pouvait coller des bouts de ses papiers. Regardez, c'est de l'architecture typique de South Park. Ce sont des chevalets fixés au mur. C'est quelque chose qu'il avait l'habitude d'utiliser. Généralement, il y avait des petites toiles qui étaient posées. Ouf, bon, ça n'arrivait jamais quand il travaillait. Sinon, on déplaçait les racks pour mettre une plus grande toile. Il imaginait toujours des systèmes pour se simplifier la vie. Roy Lichtenstein, pour répondre à son obsession formelle, a mis en place une méthode systématique, très réfléchie. Derrière l'aspect mécanique de ces toiles, il y a en amont un travail souterrain colossal, un travail préparatoire qui s'avère très artisanal. Chaque toile débute par une esquisse détaillée, exemple avec un de ses ateliers d'artiste. Son dessin préparatoire est une sorte d'image source du tableau. Roy Lichtenstein la compose, crayonne, effectue des collages, notamment pour définir les zones d'aplat de couleur, de points de rayures. L'image est ensuite projetée sur une grande toile. Il y trace en noir les contours, puis les couleurs, mais assez vite, il cherche à s'extraire du sujet représenté. Roy, quand il travaillait, surtout sur des images particulièrement fortes, il aimait les tourner sur le côté, les mettre à l'envers. Il ne se contentait pas de peindre une image. Il essayait plutôt de s'en détacher pour créer une forme. Afin de casser la représentation de l'image, il la retournait sur le chevalet. Ce qu'il faisait aussi, c'était d'utiliser ce miroir. Il regardait à travers. Il pouvait ainsi garder une certaine distance. De cette manière, il peut ainsi perdre le motif, l'oublier. Par exemple ici, il n'a plus le sentiment de peindre le visage d'une femme, mais une forme. Son travail devient alors une sorte d'abstraction, sans plus de référence avec l'image originelle. Roy Lichtenstein est très exigeant. Avant de commencer à peindre, il passe énormément de temps à préparer sa toile. C'est sans doute là où réside son principal secret de fabrication. En tout cas, c'est ce que pensent ses anciens collaborateurs, comme Laurie.
Elle a travaillé quotidiennement à ses côtés au début des années 90. De cette collaboration, elle en a gardé des souvenirs indélébiles. Dans son studio, il attendait qu'il fasse nuit pour utiliser son projecteur. Il y plaçait son dessin et le projetait sur sa toile préparée. Il commençait par tracer les proportions, les détails de sa peinture. Il attaquait toujours par le dessin. Il reprenait ensuite les détails à main nue. Une fois les contours de la peinture tracés, il découpait des papiers de couleur et s'en servait comme un collage. Il scotchait ces différents morceaux et ces différentes couleurs sur la toile afin de savoir à quoi ressemblerait sa peinture. Il les déplaçait jusqu'à ce qu'il fasse un choix définitif de couleurs et de formes. Roy faisait beaucoup d'efforts pour que sa peinture ait l'air d'avoir été faite par une machine. Dans la plupart de ses œuvres, la trace de sa main a été comme effacée. Ça semble industriel. Pour que son travail artisanal apparaisse le plus industriel possible, Roy Lichtenstein teste sans cesse de nouvelles techniques. Travailleur acharné du matin au soir dans son atelier, 7 jours sur 7. Cette recherche en profondeur, enfouie, qui n'apparaît jamais sur la toile, déroutait même ses plus proches collaborateurs, comme Kenneth Tyler, un des plus fidèles, qui a travaillé à ses côtés pendant plus de 30 ans. Ces toiles étaient très structurées, très dessinées. Elles n'avaient rien à voir avec l'expressionnisme abstrait. Il ne se contentait pas de jeter quelque chose sur la toile et de voir si cela allait marcher ou non, de repeindre par-dessus. Avant de se lancer dans la peinture, il faisait des tests avec ses dessins et ses collages, ce qui lui permettait de savoir exactement ce qu'il faisait avant de commencer à peindre. Roy avait un but qu'il connaissait parfaitement. Vous pouviez le regarder développer toute une série en essayant de comprendre où il voulait en venir, mais c'était impossible. Lui, en revanche, savait exactement où il allait. Il ne vous le disait pas, mais c'était sa manière de travailler. Cette manière de travailler, Laurie l'a disséquée et même immortalisée. En effet, l'assistante s'est révélée en photographe. Nous la voyons sur cet autoportrait dans les années 90. Les clichés qu'elle a pris sont les meilleurs témoignages du côté particulièrement méticuleux du peintre. Elle a tout recensé, même la documentation de Roy Lichtenstein. Il gardait tout sous la main. J'ai trouvé cette enveloppe sur laquelle il y avait écrit « Explosion ». Il s'agissait d'une liste de sons que vous trouvez dans les bandes dessinées, comme par exemple le son d'un pistolet ou d'un canon. Like the sounds that machine guns would make, or bombers, or whatever. Things like and varoom, and puck puck, and blam. Et j'ai également trouvé une enveloppe sur laquelle il y avait seulement écrit « Femme ». Et ça datait probablement des années 60. Mais j'ai vraiment été très surprise lorsque j'ai trouvé ces fameuses Beach Girls. Lors de ces dernières années, Roy Lichtenstein réalisait de très grands formats. Laurie, en le photographiant en train de les peindre, a réalisé des photos inoubliables, créant elle-même de véritables œuvres qui seront exposées. En fait, ces 2 photos ont été prises le même jour. Roy continuait simplement ce qu'il était en train de faire. Je pense qu'il était très content du résultat de son travail à ce moment-là. Il avait presque fini et peaufiné des détails. Il ne pose pas sur ses photos. Il était vraiment en train de travailler. J'avais lu une retranscription d'une lecture que Roy avait donnée quelques années plus tôt, et il plaisantait sur le fait que ses peintures soient si larges. On dirait qu'on peut entrer dans la pièce, mais bien sûr, on ne le peut pas. Et puis je me suis mise à penser, en fait, si, il l'a fait.
Quand je l'ai revu, X années après, je m'attendais à voir quelqu'un qui avait changé. Et j'avais même réfléchi à la chose en disant, c'est ça qui va être l'arrêt du film, c'est-à-dire on va la voir jeune, et puis on va la voir après complètement changée, etc. Et il va y avoir un effet. Eh bien, pas du tout. J'ai retrouvé le même homme, vieilli, certes, les cheveux un peu grisonnants, comme ça, mais il était tellement filiforme, mince, la petite tête ronde, comme ça. Il n'avait pas changé, j'étais déçu, quoi, d'une certaine façon. And I'm essentially doing the same thing, but I think it's looked at differently from the way it was then. The only thing I've done is explore a lot of different things and a lot of feelings about other painters and other movements. Vraiment un signe de dynamisme d'un monsieur qui a 70 ans, enfin qui a plus de 70 ans, et qui invente complètement son travail, qui prend à contre-pied son propre style, qui prend à contre-pied ses propres sujets, qui va complètement aller dans une nouvelle direction, puisque ces grandes étendues de dots sont presque abstraites, hein, sont assez minimales, dans un style qui est tout à fait nouveau, qui n'est pas du tout le sien, puisqu'il va s'inspirer d'un style, d'un art oriental qui n'a rien à voir avec son travail d'avant. Donc là, il invente autre chose et franchement, on se demande vers quoi il aurait été ensuite. C'est vraiment tout à fait étonnant pour quelqu'un qui a une carrière tellement tracée, tellement reconnue, d'inventer autre chose comme ça alors qu'il est assez âgé. L'abstraction a finalement pris le dessus avec ses dernières toiles. Roy Lichtenstein meurt en 1997, à l'âge de 74 ans.